Honneur et patrie, voici le général de Gaulle. Si par malheur, en d'autres temps, au milieu d'événements excessifs, Ossuaire de Douaumont, 29 mai 1966. l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire qu'il avait acquise à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. À l'occasion du cinquantenaire de la bataille de Verdun, le général de Gaulle prononça ces quelques mots surprenants à l'égard de Philippe Pétain. 15 ans après la mort du vieux maréchal, l'homme du 18 juin cherchait déjà à différencier le Pétain de Verdun du Pétain de Vichy. Ce Janus, avec ses deux visages opposés, révèle encore aujourd'hui toute la complexité de Philippe Pétain dans la mémoire française. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail. Pétain et Verdun, un dossier sensible dont le président Macron s'est emparé à son tour en 2018 lors des commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Le président de la République avait suscité une polémique en reprenant peu ou prou les arguments du général de Gaulle. Philippe Pétain et la Première Guerre mondiale, c'est une mythologie puissante qui fonctionne encore très fort dans l'inconscient collectif. Mais pour quelle raison précisément ? Que s'est-il passé sur le champ de bataille et dans le cœur des poilus pour que l'officier Pétain ancre son destin dans celui des Français ? Ici Vichy, la voix de la France. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Fantôme de Philippe Pétain. Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles. Deuxième épisode, le vainqueur de Verdun. C'est moi seul que l'histoire jugera. Ce deuxième épisode commence en août 1914. C'est la guerre. Quand la guerre éclate, la carrière du colonel Pétain s'achève. Il a 58 ans, il est très discret et il s'apprête à faire valoir ses droits à la retraite. Mais ce premier conflit mondial va bouleverser le cours de sa vie. En février 1916, à Verdun, dans la Meuse, l'armée française frôle l'anéantissement sous les bombardements allemands. La situation militaire est extrêmement critique et l'état-major confie alors en catastrophe au général Pétain la défense de Verdun. Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse appel à lui à ce moment-là ? Pétain, c'est un général qui a connu une ascension très rapide. Nicolas Offenstadt est historien. Il était colonel au début de la guerre, et puis progressivement, il va se montrer efficace en un certain nombre de situations, même s'il n'est pas toujours en accord avec le commandement général. Il va gravir les échelons de général de brigade, général de division, général de corps d'armée, très rapidement en 1914, et donc ça apparaît finalement comme une figure assez solide. Il a bonne réputation dans l'armée, il a bonne réputation aussi chez un certain nombre de politiques, chez un certain nombre de parlementaires, y compris même de ceux qui sont très critiques sur le commandement. Il y en a un qui est une vigie très intéressante pour percevoir un petit peu comment l'armée est élue, c'est Abel Ferry. Abel Ferry, c'est le neveu de Jules Ferry, c'est un personnage très intéressant qui est député, ministre et qui va aller au front. Donc c'est quand même une figure qui connaît bien la guerre de 14, et il est ultra critique sur le commandement. Il considère que le commandement ne prend pas attention au sang des hommes, envoie les hommes au casse-pipe sans de raison, qu'il est toujours fourré dans ses intrigues, bref, qu'il n'y a pas un esprit républicain et civique suffisant, et donc il faut mieux contrôler les armées, il faut que le pouvoir civil soit plus actif. Et Abel Ferry, quand on parle de Pétain, il est positif là. Et il écrit justement peu après que Pétain ait pris le commandement, dans ses carnets dits secrets, le commandement a passé à un général énergique, Pétain, : Verdun est sauvé. Donc vous voyez une réputation finalement de quelqu'un qui peut intervenir à un moment critique parce que son cursus militaire, sa manière d'être, sa méthode, sa sûreté en fait le général adapté à la situation dramatique que vous avez décrite à Verdun en février 1916. Les carnets secrets d'Abel Ferry
protagoniste éminent et héroïque combattant de la guerre de 1914. Abel Ferry avait toujours un carnet de poche où il inscrivait ce qui le frappait. Madame Hélène Abel Ferry. Notes rapides, prises sur le vif, écrites au hasard des heures de repos, des haltes dans les abris ou au sujet des conseils de ministres. Le dernier carnet qu'il portait sur lui quand il fut blessé est maculé de sang et de boue. Touché, Abel Ferry s'était adossé à la tranchée allemande. Il sortit son carnet et écrivit cet adieu, « Je vais mourir », et il signa. Abel Ferry, ce député des Vosges, puis sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères entre 1914 et 1915, s'est engagé pour aller se battre sur le front. Blessé au combat, il mourra en 1918. Il avait 33 ans. Mais en 1916, Abel Ferry a croisé Philippe Pétain à Souilly, petit village ordinaire tout près de Verdun, où le futur maréchal a installé son quartier général. Voici la mairie. Une demi-douzaine d'officiers et de sous-officiers dans le corridor et l'escalier. Asseyez-vous. Puis le premier étage. Une salle aux 4 murs blancs de plâtre, des chaises de paille, une table de bois noirci couverte de cartes, le petit champ de bataille de Verdun, interprété, développé, ramifié par de vastes traits. Face à la menace allemande, quelle stratégie a adopté Philippe Pétain à Verdun ? Alors d'abord, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il y a une part qui est imposée par la situation. C'est-à-dire que les Allemands sont à l'offensive. C'est une offensive qui n'avait pas été maîtrisée ni prévue. Donc, le danger est partout. Et donc, Pétain ou pas Pétain, il faut d'abord stopper évidemment les Allemands. Il faut essayer de les arrêter parce que évidemment, Verdun, c'est éventuellement la route de Paris. C'est la percée. Donc, c'est évidemment un enjeu central. Donc, Pétain, comme les autres, il doit arrêter l'offensive allemande. C'est ça tout l'enjeu de son commandement. Et il va donc décider de tenir une position défensive. C'est-à-dire d'empêcher d'abord et avant tout les Allemands de passer et de ne pas monter ensuite à la contre-offensive ou en contre-attaque en priorité. Avec la mise en place de cette fameuse Noria, c'est-à-dire la rotation des hommes pour qu'on puisse tenir face aux attaques permanentes des Allemands. Et donc, un des gros enjeux va être de pouvoir aménager les routes pour faire circuler les soldats de manière à ce qu'on renouvelle en permanence les troupes. Donc c'est cette Noria, c'est-à-dire donc l'arrivée de troupes fraîches et le départ de troupes qui ont besoin de repos que Pétain va organiser et qui va faire que finalement beaucoup de soldats vont passer à Verdun et que ça va devenir véritablement une immense bataille où une grande partie de l'armée française va combattre. Malgré le dégel, ils réussirent à faire circuler sur cette route des camions nuit et jour à un débit qui atteignit la moyenne d'une voiture par 14 secondes. Du 27 février au 6 mars, ils amenèrent à Verdun un total de 23 000 tonnes de munitions, 2 500 tonnes de matériel et près de 200 000 hommes. En mars-avril 1916, Philippe Pétain a fait preuve d'une grande clairvoyance stratégique. Ce que Pétain comprend, c'est que dans les conditions stratégiques et tactiques de la Première Guerre mondiale, la défensive a une supériorité structurelle sur l'offensive. L'historien Stéphane Audouin-Rousseau. Pourquoi ? Parce que les tranchées, bien sûr, qui sont des murailles inversées, les lignes successives de tranchées qui n'ont cessé de se renforcer, le rôle des barbelés, le rôle du feu, le rôle de l'artillerie. En face, vous ne pouvez opposer que des hommes qui avancent sur leurs jambes et qui, au fur et à mesure qu'ils avancent, sont de moins en moins nombreux, de plus en plus épuisés et de moins en moins soutenus par l'artillerie. Donc, structurellement, la défensive l'emporte sur l'offensive. Ça, Pétain le comprend. Et il est le grand général défensif. Et donc, Pétain met au point un concept, on ne se bat pas sur la première position. Si la première position est emportée, elle est emportée. Si on perd du terrain, on perd du terrain, c'est pas ça qui compte. La première ligne n'a pas forcément d'importance. Elle est là juste pour user l'offensive adverse et il faut se battre 2-3 kilomètres derrière sur la deuxième position, voire sur des positions encore plus en arrière. C'est une révolution mentale. Dans les conditions, disons, culturelles du temps, abandonner la première position, c'est abandonner la terre française. Les officiers ne le comprennent pas et les hommes probablement pas non plus. Pétain, lui, le comprend, mais le problème, c'est qu'il est seul à le comprendre. Ça provoque l'exaspération, parfois de Foch, parfois de Clémenceau. Non. Non,
général, non. La prudence ne peut pas tenir lieu de stratégie. Il faut se donner le moyen de percer le front. Repousser l'ennemi hors de notre territoire. C'est pour ça que j'ai pris la tête du gouvernement. Monsieur le Président, nous ne pourrons pas recommencer l'erreur de l'offensive Nivelle. Elle nous a coûté 150 000 hommes pour des gains insignifiants. L'armée est encore convalescente. Le feu tue. Monsieur le Président. Je sais, Pétain, je sais. Mais aussi, par exemple, début 18, l'exaspération des présidents des chambres, Sénat et Chambre des députés, qui cherchent à intervenir pour qu'il y ait une offensive. Et Pétain est celui qui, heureusement avec l'aide de Poincaré, bloque absolument ces projets insensés au moment où l'Allemagne est en train, avec l'abandon de la Russie, de faire basculer toutes ses forces de l'Est vers l'Ouest pour essayer d'obtenir la décision. Cette posture défensive qui est annoncée aux troupes, qui comprennent très bien le message, a été évidemment essentielle. Parce que toucher l'armée, c'est toucher la population française dans son ensemble, puisque l'armée n'a jamais été isolée du reste de la société. Les soldats français, pendant la Grande Guerre, écrivaient une lettre par personne et par jour en moyenne. Donc, quand les soldats sont contents, quand les soldats sont rassurés, quand les soldats se sentent écoutés, ils le disent. Et ils le disent à leur famille. Et le contrôle postal, là-dessus, montre très bien les choses. Ils répandent, en fait, leur point de vue à l'ensemble de la société, pour lequel le sort de ceux qui étaient en ligne, évidemment, il n'y avait rien de plus précieux. Fanny, il y a une lettre pour toi. C'est une lettre de Raoul. Pétain réussit, de cette manière, à rétablir le moral de l'armée française et, dans une certaine mesure, à influer par contre-coup, si vous voulez, le moral de la nation elle-même qui en avait bien besoin au cours de la deuxième moitié de l'année 17. Pétain a dit le 9 avril, « Courage, on les aura. » Et on les aura. Car ils n'ont pas de chef comme les nôtres. Ils n'ont pas de Pétain, eux. Ils n'ont pas de Joffre, de Mangin, de Nivelle. Ils n'ont pas tous ces hommes supérieurs. Est-ce qu'on peut revenir sur cette légende qu'on entend régulièrement, Pétain vainqueur de Verdun, ou au moins sauveur de Verdun? Alors qu'en est-il précisément? Est-ce que Philippe Pétain fut en effet un vainqueur à Verdun, ou au moins le sauveur de Verdun? Alors, c'est une question à multiples niveaux. Nicolas Offenstadt. D'abord, pour le comprendre, il faut se rappeler quel est le résultat de la bataille de Verdun. Le résultat de la bataille de Verdun, en termes d'avancée, est quasiment nul. C'est-à-dire que les Français ont récupéré les positions, mais il ne s'est rien passé. Donc, vainqueur de quoi ? D'avoir arrêté les Allemands, c'est certain, d'avoir regagné du terrain qu'ils avaient conquis, mais c'est pas une grande victoire qui permet finalement un changement fondamental dans la guerre. Donc ça, c'est quand même important, parce que quand on parle de Verdun comme victoire, c'est évidemment problématique. Verdun n'a pas changé fondamentalement la destinée de la guerre de 14-18. Elle a évidemment bouleversé un certain nombre de choses, mais d'ailleurs, elle va continuer cette guerre. Donc il n'y a pas de percée, ni d'un côté ni de l'autre. Donc vous voyez, quand on dit vainqueur de Verdun, de quoi parle-t-on ? Deuxième remarque préalable, la guerre de 14-18, c'est les soldats qui sont sur le terrain. C'est quand même fondamental. Ce sont à chaque fois des centaines de milliers d'hommes qui se battent. Donc, vainqueur de Verdun, certes, mais il y a, comme d'ailleurs le dira Pétain lui-même, le soldat de Verdun. C'est évidemment quelque chose de très important. Donc, vous voyez, il y a le niveau de la guerre en général, il y a le niveau du terrain du soldat, et puis il y a un troisième niveau. À l'époque, on voit les deux vainqueurs de Verdun sont à la fois Pétain et Nivelle, puisque quand même Nivelle apparaît comme une grande figure aussi, parce que c'est lui qui a repris les positions. Et donc, du coup, d'une certaine manière, il se partage en quelque sorte la gloire de cette bataille, ou de cette victoire, si on veut l'appeler comme cela, l'un ayant défendu et l'autre ayant permis de reconquérir les positions qui avaient été perdues au début de la bataille. Section! Silence pour l'appel! Côté du moulin! Présent. Arnaud! Dans les barbelés, mon lieutenant. Berceau! Présent! Maline! Ouais. Grégoire! Présent! Tourniac! Présent! Marchand! Marchand! Explosé en joignant les lignes, mon lieutenant. Cela dit, ces quelques semaines passées à Verdun par Philippe Pétain, Nicolas Offenstadt, enclenchent la légende. Je dis légende parce que assez vite, cette bataille de Verdun va lui faire changer de statut. Comment ça se traduit dans les faits, Nicolas Offenstadt ? On le voit très bien, effectivement. D'abord, c'était pas quelqu'un qui était très connu jusque-là. Donc déjà, si vous voulez, on le sent prendre un certain goût, un certain plaisir à l'exposition médiatique. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que Verdun devient
très vite, même si je l'ai dit, c'est pas une bataille qui sera décisive à l'échelle de la guerre, ça devient quand même un enjeu décisif sur le moment. Il faut encore une fois arrêter les Allemands, parce que les Allemands, ils peuvent aller jusqu'à Paris s'ils percent. Hein. Donc, du coup, Verdun cristallise quand même la défense française. Et donc, du coup, beaucoup des dirigeants vont à Verdun. Il y a des visites d'hommes politiques, les plus importants, et même les visites des responsables étrangers quand ils viennent en France viennent jusqu'à Verdun. Donc, du coup, il y a une médiatisation de la bataille, une dramatisation normal, réel, parce qu'il y a un véritable danger de la bataille. Et donc, évidemment, dans tout ça, la figure de Pétain, elle émerge. Et lui-même, évidemment, commence aussi à endosser les habits médiatiques de ce personnage qui, en quelque sorte, peut accueillir les grands qui viennent à Verdun et devient, on le voit, de plus en plus sensible à construire son image. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est que Pétain, c'est un général, un militaire qui va prendre assez vite conscience de l'importance de construire son image. Et ça, on le voit déjà sur le moment même à Verdun, dans ce cadre que je viens de décrire. Avec cette nuance qu'un des autres personnages, malgré tout, qui va sortir auréolé de la bataille de Verdun, c'est Nivelle, puisque qui va remplacer Joffre, donc le commandement en chef, en décembre 1916, donc à l'issue, là où la bataille est terminée, c'est Nivelle qui devient le chef des armées françaises. Certains dans l'armée étaient beaucoup plus favorables à Pétain, il avait gardé quand même une très bonne réputation du coup de son commandement, donc il y avait beaucoup de gens qui dans l'armée auraient voulu, sans aucun doute, que ce soit lui qui prenne le commandement, parce que sa méthode, on l'a dit, était celle de la prudence, celle de l'organisation, l'attitude méthodique générale et comme en vie humaine. Et donc, du coup, beaucoup opposaient cette méthode défensive Pétain à la méthode offensive Nivelle. Mais il n'empêche que le résultat est là. Celui qui prend le commandement en chef de l'armée après Verdun, c'est Nivelle. J'espère que Nivelle va frapper un grand coup. Et qu'on va en finir. C'est un grand chef. Il paraît. Le général Nivelle, stratège offensif, devient donc en décembre 1916 le commandant en chef des armées françaises, avec pour mission très claire de mettre fin au conflit le plus rapidement possible. Le général Nivelle décide donc d'arrêter la guerre d'usure prônée par Pétain et choisit d'élaborer une attaque massive conjointe aux forces britanniques afin de terrasser les Allemands. L'assaut final est prévu pour le 16 avril 1917 sur le chemin des Dames, mais rien ne se passe comme prévu. Les poilus sont exténués. J'en reviens, moi, de là. 17 jours, les gars. 17 qu'on est resté en première ligne. Et le 18e, vous savez, les gars, ce qu'on a fait, le 18e? Eh ben, on a attaqué. Et tous les copains, ils sont restés. Et le lieutenant, les sergents et les cagots, tous. Plus que moi, ou presque. Dans les rangs de l'armée française, après 3 ans d'effroyables combats et de promesses non tenues, le fantassin est désespéré. Avant l'attaque, ils nous ont dit: les gars, ce coup c'est fini. 2 jours, pas un de plus. Les Boches sont foutus, on les reconduit au Rhin à coup de pied dans le cul. Et pour vous, c'est du billard, les artiflots. Ils laisseront pas un mètre de barbelé debout. Pas une casse-mat. Et les tanks, ils écrabouilleront les mitrailleuses. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Même que c'était signé Nivelle. Eh ben, aussi vrai que je suis natif de Pantin, pas un trou sérieux qu'il y avait dans les barbelés, pas une casse-mat écrasée. Tous les offices-marts, il n'en est pas revenu un entier. Et nous, les chasse-pattes, nous, bon Dieu, qu'est-ce qu'on a pris. Il y en avait qui se séchaient après comme une lessive sur les fils de fer. Et avec ça que le vent s'était mis à l'est et qu'on avait l'odeur des copains. On peut plus. On peut plus. Parmi les hommes de la troupe, certains décident alors de se mutiner. Un mutin de 1917, c'est un soldat ordinaire. C'est souvent un soldat qui s'est battu depuis des années ou des mois. Donc il ne faut pas séparer le mutin en disant il y a le mutin et il y a le soldat de 14 qui a tenu. Beaucoup avaient tenu, beaucoup avaient fait Verdun, beaucoup s'étaient battus en 1915, en 1914 à la Marne. Donc c'est un soldat ordinaire, mais c'est un soldat ordinaire qui en a assez. Et donc comment il manifeste son ras-le-bol de la guerre? D'abord en refusant de remonter au front, et notamment de remonter à l'attaque. Et d'ailleurs, souvent, les mutineries se déclenchent lorsqu'ils entendent le nom des lieux qui sont des véritables hécatombes pour les soldats. Quand on parle du moulin de la Faux, ils ont la chair qui se dresse et ils veulent pas y aller. Ils veulent pas aller à Craonne, ils veulent pas aller à la Faux. Donc c'est quand ils entendent parler des attaques où elles savent qu'ils sont inutiles ou qu'ils vont être encore massacrés pour des résultats très improbables que ces soldats refusent de monter. Bon, écoutez-moi! Les gars,
J'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La première, c'est qu'en rentrant au cantonnement, ceux qui n'ont pas encore remis de demande de permission pourront le faire. Et la deuxième, c'est qu'on doit repartir à l'attaque. Ça veut dire repartir en permission dans un cercueil. Allez, dites pas de bêtises, préparez-vous. Ça fait 2 jours qu'on se fait allumer pour prendre ce tas de boue. Il n'a qu'à y venir, le général. Et vous avez intérêt à obéir. Donc la mutinerie, c'est d'abord un refus. Mais ça peut être aussi plus positivement une manifestation. On en a qui défilent dans les rues, qui crient « à bas la guerre, vive la révolution », même si c'est pas forcément une révolution très précise dans leur tête, ou « vive l'Allemagne, à bas Poincaré ». Bref, tout un ensemble de slogans. Donc c'est à la fois en quelque sorte un refus, et aussi quelque chose de plus construit, d'avoir une autre manière de faire la guerre, voire de faire la paix. Et même certains, et c'est là où les mutineries ont une dimension démocratique, puisqu'on est dans une démocratie en France en 14-18, donc le peuple prend la parole. Certains veulent même aller à l'Assemblée nationale, marcher sur Paris pour expliquer aux députés ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Donc vous voyez, il y a plein d'aspects dans les mutineries, aussi bien de refus que de, en quelque sorte, saisie politique positive, en demandant que la guerre soit conduite autrement, voire qu'elle cesse. Le 23 juin 1917, dans un comité secret de la Chambre, le député Ibarnet-Garay, républicain progressiste, fait le récit de cette bataille. Messieurs, j'ai participé à l'offensive du 16 avril dernier. Cette bataille s'est malheureusement déroulée dans des conditions défavorables et sanglantes. Mais ce qui nous occupe le plus, ce sont les leçons de cette offensive. Des chefs qui aient une expérience de la guerre, dans lesquels le soldat ait confiance, qui commandent avec leur intelligence et leur cœur. Le généralissime que vous avez choisi, ce sera à votre honneur, monsieur le ministre. Le général Pétain a la confiance unanime du pays et de l'armée. Petite vengeance qui a dû sans doute évidemment faire un grand plaisir à Pétain, c'est que c'est lui qui est appelé pour succéder à Nivelle quand on voit que son plan manifestement a été un échec patent. Donc, mi-mai, qui reprend le commandement en chef? C'est cette fois Pétain, et un Pétain qui arrive dans une situation extrêmement compliquée. Donc on dit souvent dans l'historiographie c'est le sauveur, mais pas du tout. On est dans une situation catastrophique, et Pétain, en quelque sorte, sanctionne simplement pour les soldats cette idée qu'il y a un désarroi général, que l'armée française n'est pas capable de faire face. Donc on est dans une situation extrêmement compliquée. Alors là aussi, il y a une deuxième légende, il ne faut pas en faire le sauveur, parce qu'au contraire, la situation est très délicate. Deuxièmement, il n'est pas nommé pour mettre fin aux mutineries, puisqu'elles ne sont pas connues au moment où Pétain prend le pouvoir. Donc du coup, c'est ni le sauveur immédiatement de la France, c'est ni non plus celui qui est envoyé pour réprimer les mutins. Alors ce qu'il faut dire pour bien comprendre cette séquence de 1917, comme il fallait avoir le cadre de Verdun, il faut aussi avoir le cadre, c'est que par certains côtés, Pétain, c'est un militaire comme les autres. C'est un militaire comme les autres, c'est-à-dire qu'il a une conception du monde qui est formée par l'opposition entre les militaires et les civils, c'est-à-dire qu'on fait souvent porter les défauts de la conduite de la guerre aux civils, et on voit ça dans les textes de Pétain. Il est souvent très critique des parlementaires, qui blablatent pour rien, qui sont pas efficaces. Abel Ferry, dont je vous parlais tout à l'heure, dit à un autre moment, le problème avec Pétain, il a plein de qualités, encore une fois, ce Pétain, mais il est toujours à critiquer, il ne voit que les défauts du régime parlementaire. C'est intéressant, déjà. Et quand on lit ces textes, où il revient, aussi bien sur la période de Verdun que sur celle du Chemin des Dames, il est toujours très critique du pouvoir civil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a une situation tendue? Ça veut dire que le pouvoir civil n'est pas assez répressif, que le pouvoir civil ne prend pas les bonnes mesures pour lutter contre la propagande révolutionnaire ou pacifiste. Et donc, Pétain considère que le gouvernement ne va pas assez loin. Donc ça, c'est un premier élément. Il demande au gouvernement d'être plus répressif à l'arrière, de ne pas laisser la presse diffuser des informations qui pourraient favoriser des attitudes critiques des soldats. Deuxième élément, c'est l'idée de dire que finalement, quand il y a une désobéissance, il faut réprimer. Il faut réprimer parce qu'un militaire, il est là pour mener la guerre et il n'est pas là pour discuter avec les hommes de démocratie. D'ailleurs, une critique à un moment de Pétain dans ce sens. Et donc, du coup, on le voit déjà, dès 1915, c'est un militaire, un général répressif. Un répressif comme les autres, avec cette idée qu'il faut très vite couper l'herbe quand elle risque d'être mauvaise, il faut réprimer les meneurs. Et donc, il arrive en disant qu'il faut réprimer ces désobéissances, à la fois en empêchant toute contagion avec l'arrière,
Donc poursuivre les syndicalistes qui font de la propagande anti-guerre, essayer d'empêcher la circulation des tracts et des différents textes pacifistes aux tranchées. Bref, essayer d'attaquer le mal à l'arrière et de l'attaquer au front. Alors l'attaquer au front, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment juger et réprimer les meneurs de ces mutineries et tous ceux qui y participent. Repos. La séance du Conseil de guerre spécial est ouverte. Berceau, Lucien. Décoiffez-vous et présentez-vous à la cour. Et alors là aussi, c'est assez intéressant de voir une image de Pétain qu'on oublie, c'est que Pétain est là aussi très répressif. Pourquoi ? Parce que de 1914 à 1916, le pouvoir civil avait quand même repris progressivement un petit peu de puissance sur l'état-major et sur Joffre en particulier, et avait réussi à limiter les exactions de la justice militaire, c'est-à-dire une répression trop éloignée du droit, qui ne tienne pas compte des conditions des soldats. Bref, une justice militaire un peu plus contrôlée. Notamment, il y avait une grande loi en 1916 qui avait donné beaucoup plus de garanties aux prévenus et aux soldats. Et qu'est-ce que dit Pétain à ce moment-là ? Il dit « Toutes ces lois, elles nous bloquent, elles nous gênent ». Donc en quelque sorte, il veut revenir à une répression des désobéissances qui soit celle des débuts de guerre, où le pouvoir militaire avait le maximum de possibilités d'intervenir, et donc avec tous les excès que cette justice militaire avait commis. Donc vous voyez, le Pétain de 17 n'arrive pas avec cette image de protéger les hommes ou d'être aussi peu répressif que possible. Au contraire, il demande au pouvoir civil le maximum de possibilités. Et il va les obtenir, puisqu'en juin, il va y avoir une limitation du droit de grâce, limitation du droit de révision, et donc on revient à une justice militaire extrêmement sévère, et il va encourager un certain nombre d'exécutions. Soldats, vous allez assister à la plus grave punition que l'armée puisse infliger à un soldat. Celui-ci s'est rendu coupable du délit de refus d'obéissance devant l'ennemi. Avec une idée aussi qui est très importante, et qui d'ailleurs conditionne beaucoup des réactions en général des militaires et des généraux, c'est l'idée qu'il faut faire des exemples. L'arrière est responsable, et l'exemple marchera. Si on en fusille quelques-uns, ça fera peur aux autres. Je veux que cette image reste gravée dans vos têtes chaque fois que vous recevrez un ordre. Et que cette terrible punition soit pour vous tous un exemple de ce qui vous attend si vous refusez d'obéir à vos chefs. Colonel Philippe Pétain, présentation des recrues au drapeau, 2 décembre 1911. Le devoir militaire est commun aux chefs et aux soldats. Nous avons l'obligation de vous indiquer la tâche à accomplir, comme vous avez celle de l'exécuter. Si vous êtes bien convaincu du caractère idéal et désintéressé du commandement, l'obéissance, bien loin de vous paraître humiliante, vous grandira à vos propres yeux. Loto, à mon commandement, Anjou, feu! Au début du mois de juin, le général Pétain réunit à Compiègne les commandants de groupes d'armées. Messieurs, je vous ai fait venir pour entendre vos rapports sur la situation. Je considère celle-ci comme extrêmement grave. La révolte se propage comme un virus, à une vitesse désastreuse. Il faut faire face aux faits. Les désertions atteignent des proportions fantastiques. C'est intolérable. Donc, c'est une lecture des mutineries comme une maladie. Donc Pétain arrive en quelque sorte pour la guérir, et donc on le voit dans son vocabulaire, mais c'est pas le seul. Tout est vu comme un mal et un remède. C'est les mots qui sont employés par Pétain lui-même. On est purement dans le paradigme pathologique, dans le discours médical. Les mutineries, les révoltes, c'est un mal. Et donc il faut une bonne médecine, il faut un bon traitement. Et il explique que ce traitement, c'est d'une part la répression, mais c'est aussi l'amélioration des conditions des soldats. Mais cette idée d'un Pétain humain qui réprime moins que les autres, c'est un mythe de plus. C'est ni un sauveur, ni un chef particulièrement hostile à la violence de la répression, pas du tout. D'autant même qu'il va continuer la répression alors même que les mutineries sont en décrue. Dans l'entourage proche de Philippe Pétain, les officiers supérieurs sont persuadés que ces mutineries ont été encouragées par l'arrière. Nous avons la preuve, mon général, que les meneurs sont en contact avec Paris et que des agents révolutionnaires se sont introduits dans les unités.
Comme vous le savez, deux régiments ont voulu marcher sur Paris pour y déclencher une révolution. On a trouvé des tracts déclarant « La commune de Paris vous attend ». Pourquoi le gouvernement tolère-t-il que la presse sape le moral de nos hommes? Pourquoi lui permet-on de rapporter les moindres détails de la révolution russe? Si cela continue, nous n'aurons bientôt plus d'armée et les Allemands seront à Paris dans les 8 jours. Face aux suspicions des hauts gradés de son entourage, comment réagit Philippe Pétain? Là aussi, il y a indiscutablement une originalité de Pétain. Stéphane Audouin-Rousseau. La plupart des subordonnés de Pétain voient dans les mutineries un complot. Et ce complot, c'est nécessairement celui des socialistes et des pacifistes, probablement, pense-t-il, agité par l'Allemagne, toute une 5e colonne, et donc on a laissé s'infiltrer dans l'armée tout un esprit nouveau, et les mutineries, finalement, c'est la main du pacifisme, en réalité, pense-t-il, du défaitisme, et donc en réalité de l'Allemagne. Pétain comprend que ce n'est pas ça dont il s'agit. C'était, compte tenu de sa formation, compte tenu du milieu dans lequel il était, assez méritoire. Pétain comprend que ce qui se joue dans les mutineries, c'est une exaspération des soldats pour le type de guerre qu'on leur faisait mener et qu'on leur avait fait mener sur le chemin des dames lors de l'offensive du 16 avril. C'était aussi une exaspération sur leurs conditions matérielles d'existence. Et il comprend, je crois, ce que l'historien Leonard Smith, l'historien américain Leonard Smith, qu'il a, je trouve, le mieux dit. Il comprend que les soldats demandent une renégociation du pacte qui les lie au commandement. En 14, en 15, la guerre a été globalement, dans ses sacrifices effroyables, acceptée dans la masse combattante. 16 est une année, compte tenu des énormes pertes de Verdun, de la Somme, est une année d'usure, de ce consensus, si vous voulez, partiel bien entendu. Mais 17, c'est la rupture du consensus. Il faut renégocier le contrat. Ce n'est pas tout de punir, nous devons comprendre. Je sais les souffrances de la troupe. Tout n'a pas été fait pour y remédier. Il faut rendre plus humaines les conditions de vie à l'armée. Vous devez demander à vos officiers de vivre au contact de leurs hommes, de les bien connaître, de les guider. Et Pétain comprend qu'il faut renégocier le contrat. Et il met plusieurs choses sur la table. Alors d'abord, désormais, les attaques type Nivelle, c'est terminé. Ensuite, il y a les conditions matérielles. Il faut améliorer la vie du soldat. Et première chose, les permissions. Les permissions, c'est ce qui permettait aux hommes de tenir. On savait que dans 2 mois, dans 3 mois, on aurait une semaine chez soi. Donc, il augmente le taux de permission de manière massive. C'est spectaculaire, certaines unités au repos perdent presque 50% de leurs hommes qui partent en permission. On n'avait jamais vu ça. Il fait en sorte que les transports marchent mieux. Les soldats étaient exaspérés par la lenteur des transports. Si vous mettez 2 jours à rentrer chez vous, c'était 2 jours de moins que vous aviez sur votre permission. La nourriture, Pétain lui-même tournait des popotes. On voit les films qui montrent Pétain allant goûter la soupe, voir si elle est convenable. Bon, tout ça est assez démagogique, mais voilà, on en juge aisément, nous, bien sûr, aujourd'hui. Donc, amélioration des cantonnements. Les soldats étaient exaspérés par l'état lamentable des cantonnements de repos, et surtout, il institue ce qu'on appelle le repos Pétain, c'est-à-dire, au lieu d'essayer de reprendre en main les hommes, ordre serré, etc., dans les cantonnements, les laisser se reposer. C'est tout simple. Pétain le comprend. Il comprend aussi autre chose de plus profond. Il comprend la nécessité de développer, de mettre en place ce que j'appellerais une économie morale de la reconnaissance, et notamment de la reconnaissance collective. L'institution de la fourragère, par exemple, pour les unités qui s'étaient distinguées, fourragère aux couleurs de la Croix de guerre, aux couleurs de la Légion d'honneur, etc., ont eu beaucoup d'importance dans la valorisation au fond de l'appartenance, de ce qu'on appelle l'esprit de corps, qui paraît assez théorique, mais qui n'est pas si théorique que ça quand on est, disons, au niveau des combattants. Et tout ça, évidemment, a créé cette popularité particulière de Pétain dans l'armée. Ça, c'est vraiment très important, ce que vous venez de raconter, Stéphane Audouin-Rousseau, parce que c'est là, sans doute, que se noue un lien très particulier entre Philippe Pétain et le corps social français. Vous l'avez bien expliqué, les soldats français qui vont passer entre les mains de Pétain sont très nombreux et ils écrivent à leur famille. Et dans cette amélioration des conditions de vie du soldat, on est très heureux, à la fois sur le champ de bataille, mais aussi à Orléans, à Toulouse, à Brest. On entend que ce général Pétain prend soin du fils, du frère, du père. C'est essentiel, ça, Stéphane Audouin-Rousseau. C'est absolument essentiel. C'est-à-dire que Pétain devient vraiment le grand chef français. Celui qui
a compris donc l'armée, il a eu l'intelligence, il faut qu'on en dise un mot, il a eu l'intelligence, sa répression des mutineries, qui n'a pas été tendre, hein, mais sa répression des mutineries compte tenu des conditions du temps, de ce qu'était la brutalité, il faut bien le dire, de la discipline militaire depuis 1914. Pétain a l'intelligence de mener une répression qui accompagne plutôt la descente du mouvement, qui ne cherche pas à briser ce mouvement frontalement. La répression s'abat sur les mutins alors que le mouvement est déjà sur son déclin. Et au total, c'est une répression relativement mesurée, avec probablement moins de 50 exécutions capitales. Ça paraît énorme aujourd'hui, et c'est énorme. Mais dans un contexte, si vous voulez, où la France perd 800 hommes par jour entre 1914 et 1918, vous voyez, ces chiffres sont à placer dans une économie d'ensemble de la violence qui n'est pas celle du temps de paix et qui n'est certainement pas la nôtre. Et donc, ceci, évidemment, a été porté à son crédit. Ajoutons que pour la plupart des Français, effectivement, Pétain, c'est le vainqueur de Verdun. À Verdun, les 2/3 des régiments français sont passés. Donc tout le monde a été sous son commandement. Pétain, c'est le chef de tous. Et ceci dès 1916. Et c'est encore plus vrai, bien sûr, en 1917. Septembre 17, le désordre avait cessé, je crois. Oui, monsieur. Mais au début, quand je suis arrivé là-bas, comme commandant de l'armée, c'était pas très gai. Je n'avais pas une confiance excessive. Il a fallu que je fasse des exemples, malheureusement. Et si je n'avais pas arrêté ça au début, eh bien, nous courions vers la catastrophe. Mais ça s'est très bien arrangé, puisque ça s'est arrangé par une victoire. Cela dit, il ne faut pas non plus sous-estimer sans doute l'angoisse de Philippe Pétain, au moment des mutins, d'être le général de la défaite par abandon. Certes, il est sans doute, pour les Français, le plus humain de nos chefs. Néanmoins, Philippe Pétain a aussi une réalité de terrain. Il doit prendre en compte, il a presque des problèmes de ressources humaines, entre guillemets, où il doit économiser des vies. C'est une conscience de la situation. Oui, je ne crois pas du tout que Pétain était un chef plus humain que les autres, fondamentalement. Sa politique a été plus humaine. Est-ce que lui-même l'était? Je ne crois pas. Je crois que Pétain était connu pour une grande sécheresse de cœur. Simplement, effectivement, c'est un réaliste. C'est important d'être réaliste. C'est un réaliste et il le sait depuis 1916, mais en 1917 ça tourne à la catastrophe, que la crise des effectifs français est dramatique, absolument dramatique. Vraiment, elle pose un problème extrêmement grave tant que l'apport démographique américain ne sera pas là, et l'apport démographique américain va transformer l'équipe des forces. Mais en 17, c'est pas comme ça que Pétain voit les choses. Donc il faut absolument économiser les vies. Nous sommes très à court, dit Pétain. Nous sommes très à court. Donc il y a évidemment cette angoisse. Les mutineries, il est certain que l'angoisse du haut commandement était très grande. Si les Allemands avaient eu une connaissance suffisante du mouvement des mutineries françaises, qui était difficile, puisqu'en fait les soldats ne se sont pas mutinés en première ligne, mais plutôt à l'arrière dans les cantonnements de repos. Donc leur mutinerie est relativement peu visible. Si les Allemands avaient eu connaissance et en avaient profité pour attaquer, on ne peut pas savoir ce qui serait advenu. Néanmoins, ce que pouvait se dire Pétain, avec son intuition des hommes, c'est que même au sommet du mouvement des mutineries, il y a toute une série de choses que les mutins n'ont pas faites. Alors que, par exemple, les soldats mutinés russes l'ont fait. Par exemple, casser la figure de leurs officiers et même les tuer à coups de botte, littéralement, les lyncher. Et puis ensuite, quitter leur position avec leurs armes et revenir vers l'arrière par dizaines de milliers. Ça, jamais les Français n'ont envisagé de faire des choses pareilles, ni n'ont commencé de le faire. Les officiers qui vont parler aux mutins sont souvent écoutés. Il y a très peu d'officiers molestés, très peu d'officiers insultés. On les évite plutôt. D'un seul coup, on n'obéit plus à leur commandement. Et au fond, pour un chef comme Pétain, ce qui est sans doute frappant, c'est tout ce que les soldats français n'ont pas fait et qui permettait à ce moment-là de doser la répression et d'espérer une reprise en main qui effectivement a eu lieu. Et il est quand même frappant de voir qu'en octobre 17, Pétain arrive à faire attaquer donc les troupes françaises dans une attaque limitée et réussie à la Malmaison, donc sur le chemin des dames en réalité. Une attaque qui fonctionne et qui prouve un retour en quelque sorte du pacte originel qui liait les soldats au commandement. Le général Pétain a préparé pour le ministre de la Guerre, Paul Painlevé,
une longue note sur les causes des mutineries et les remèdes qu'il faut envisager. Je veux aussi parler de l'influence de la presse, car la presse sape le moral. On dirait vraiment qu'elle cherche systématiquement et délibérément à ruiner la discipline et le moral de l'armée, aussi bien que celui de la nation. Depuis le début de nos offensives, les journaux ont ouvertement critiqué les idées, les méthodes du haut commandement. J'imagine que vous n'avez pas encore vu le journal. Regardez ça. Sacré journaliste. On trouve dans leurs colonnes reproduites in extenso les nombreuses questions posées par les parlementaires sur la conduite des opérations, le recrutement des troupes noires, etc. Il ne s'agit pas de faire falsifier la vérité par la presse. Mais, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à être publiée. Dans cette note, on sent Pétain exaspéré par la liberté de la presse. Il aurait aimé que le ministre censure les journaux. Alors, cette affaire de mutin a-t-elle noué chez Pétain une défiance à l'égard du pouvoir politique ? Je suis pas absolument certain que ce soit l'affaire des mutineries qui noue cette première défiance. Alors bien sûr, Pétain, comme les autres chefs militaires, trouvait qu'on en faisait trop peu face aux pacifistes, au défaitisme en France, face aux grèves, etc., etc. Donc ça, de toute façon, la gestion du front intérieur ne pouvait pas le satisfaire. Mais il me semble que l'emplacement où la défiance s'est nouée entre le pouvoir civil, disons, et donc les hommes politiques, et lui-même, en tant que général en chef, c'est plutôt la manière dont les hommes politiques français, de premier plan, cherchaient à influer sur la décision militaire. Pétain n'a pu qu'être exaspéré par les reproches que pouvait nourrir Clémenceau de son pessimisme. Et que fait Pétain, que vous défendez toujours ? Pétain propose d'abandonner les Vosges et la Lorraine. Pétain participe à l'affolement général. Voilà tout. Clémenceau n'a rien compris au pessimisme de Philippe Pétain. Le Tigre voulait passer à l'offensive pour vite terrasser les Allemands. Or, c'est bien Pétain qui avait raison. Jusqu'au printemps 1918, il fallait être prudent. Mais en 1918, les hommes politiques français étaient très impatients. Quand, début 18, donc les présidents des deux chambres, Sénat et Chambre des députés, font une démarche pour obtenir une offensive, alors que Pétain s'apprête à recevoir en quelque sorte tout le corps de bataille allemand qui était à l'est sur le front de l'ouest, vous pouvez imaginer la défiance, voyez, devant tant d'incompétence, tout simplement. Et comme effectivement sur le plan militaire, il faut bien reconnaître qu'au moins jusqu'à l'été 18, après, c'est un peu différent. Mais jusqu'à l'été 18, Pétain peut estimer qu'il a eu parfaitement raison. Eh bien, évidemment, son sentiment de supériorité vis-à-vis des politiques, son mépris peut-être, dans une certaine mesure, n'a pu que se cristalliser. Pour la première fois, nous avons repris du terrain, fait des milliers de prisonniers. Messieurs, les Allemands reculent. En d'autres termes, l'espoir a changé de camp. En novembre 1918, quand se profile l'armistice entre les Alliés et les Allemands, dans quel état d'esprit se trouve Philippe Pétain ? Un Pétain qui, ce général défensif, là veut l'offensive. Quel retournement ! Il a préparé une grande offensive donc en Lorraine-Alsace, avec éventuellement la possibilité d'entrer en Allemagne. L'idée étant qu'en attaquant à cet emplacement, on empêcherait le retrait allemand, on pourrait entrer en Allemagne en combattant. Ce qui évidemment n'est jamais arrivé, on le sait, le 11 novembre a empêché les troupes alliées, elles sont entrées en Allemagne, mais pas en combattant, en force d'occupation, c'est pas du tout la même chose. Et Pétain est persuadé qu'il faut cette victoire militaire sur l'Allemagne, pas se contenter, comme on l'a fait jusqu'ici depuis l'été 18, de repousser lentement l'armée allemande, il faut vaincre l'armée allemande sur le champ de bataille. Alors évidemment, compte tenu de ce qu'avaient été les sacrifices pendant 4 ans et demi, qui peut dire qu'il fallait refuser l'armistice? Clémenceau et Foch, aussi offensifs qu'ils soient, sont absolument persuadés qu'il faut signer et arrêter la guerre. Néanmoins, avec le recul historique, est-ce qu'on ne peut pas dire que Pétain avait raison? C'est terrible à dire, mais est-ce qu'on ne peut pas le dire? Parce que, on le sait, le fait que l'armée allemande
occupait encore de vastes territoires, toute la Belgique déjà, plus quelques portions le long de la frontière française au moment de l'armistice, fait que les Allemands ne ressentent pas la défaite. La société allemande n'a pas ressenti la défaite. Pas de destruction en Allemagne, pas de troupes entrant en Allemagne, bien sûr, pas de combat sur son sol, pas de destruction de villes, et on voit très bien comment, à ce moment-là, a pu se nouer cette fameuse légende du coup de poignard dans le dos. Si l'armée allemande s'est effondrée, c'est parce qu'elle a été frappée dans le dos par les pacifistes, par les grèves, et que donc c'est un assassinat par derrière, et non pas une défaite sur le champ de bataille. Ceci a contribué à délégitimer massivement l'Allemagne de Weimar, les signataires du traité de Versailles, et puis a fait évidemment tout le terreau de l'extrême droite allemande, dont le nazisme n'était qu'un noyau au départ, et pas le plus gros. Mais évidemment, ce fut un argument, ensuite pour l'extrême droite et pour le nazisme, un argument absolument majeur, qui fait que l'Allemagne, ensuite, l'Allemagne nazie, rejoue, à partir de 1940, cette défaite perçue comme injuste de 1918. Et donc, avec le recul, il faut reconnaître, me semble-t-il, que Pétain avait sans doute raison, aussi difficile que ce soit de dire qu'il ne fallait pas signer l'armistice le 11 novembre, mais si l'offensive du 14 novembre en Lorraine s'était produite et avait été victorieuse, évidemment, ça fait beaucoup de si, eh bien, peut-être que le destin de l'Europe aurait été différent dans les années 20 et dans les années 30. Le 18 septembre 1927, le vainqueur de Verdun, au cours d'une majestueuse cérémonie patriotique, au milieu des innombrables tombes de tant de héros qu'il a mieux connus et aimés que quiconque, préside l'inauguration de l'ossuaire de Douaumont. À cette foule innombrable des soldats tués à Verdun, qu'il n'a pas été possible d'inhumer au cours du combat, et dont les corps sont restés pétris avec la terre du champ de bataille, nous donnons aujourd'hui leur sépulture. L'ossuaire de Douaumont est leur tombeau définitif. Nous avons voulu qu'il fût digne d'abriter les restes anonymes des héros disparus. Nous avons voulu aussi qu'il fût un lieu d'inspiration féconde, où les hommes de notre pays puissent venir s'imprégner d'idées fortes. Qu'il fût, comme Maurice Barrès proposait de l'appeler, le mausolée du cœur français. Le mausolée du cœur français. Nous touchons là du doigt toute la complexité du dossier Pétain dans la mémoire de notre pays. La bataille de Verdun et le chemin des dames furent des calvaires qui ont frappé toutes les familles françaises. Rappelons qu'1 300 000 soldats français sont morts entre 14 et 18, et plus de 4 millions d'entre eux furent blessés ou gueules cassées. On l'a reçu ce matin. Ils n'ont pas osé le toucher. La boue a bloqué l'hémorragie de l'artère linguale. Sans cela, il serait vidé de son sang. Il aurait mieux valu qu'il meure. Alors, après toutes ces souffrances et tous ces morts, avec quelle image sort Philippe Pétain de la Première Guerre mondiale ? Il y a un élément qui est très important et qui va faire sa réputation dans l'entre-deux-guerres, c'est celui quand même d'avoir ménagé les hommes. Nicolas Offenstadt. Parce que, vous savez, il y en a qu'on appelait les bouchers très vite. C'est le cas pour Nivelle, c'est le cas pour Mangin. On leur donnait souvent des surnoms de généraux particulièrement peu attentifs à la manière dont les hommes allaient subir les combats qu'ils ordonnaient. Deuxième élément très important, évidemment, de la figure, malgré tout, Verdun. Pétain, c'est le vainqueur de Verdun. Et ça, c'est une image qui n'est pas seulement valable pour l'entre-deux-guerres. Elle nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous vous en rappelez, récemment, le président de la République, Emmanuel Macron, avait distingué le Pétain de Verdun, qui pour lui était encore une grande figure, du Pétain, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale, de l'État français, qui n'était pas louable de la même manière, et bien entendu, ne pouvant pas s'inscrire dans la moindre célébration, au contraire. Parce que, d'une certaine manière, Verdun, c'est quelque chose de très important dans la mémoire des batailles. Pourquoi ? Pourquoi c'est Verdun qui reste ? Parce que Verdun, l'armée française était en défensive. Donc, en quelque sorte, on protégeait le territoire. C'est plus difficile d'exalter ces batailles où l'armée française a non seulement attaqué, mais en plus, elle n'a pas percé. Donc, parmi l'ensemble des batailles de la Grande Guerre, Verdun, c'est la bataille par excellence, la bataille défensive. D'ailleurs, il y a une image qui va rester, une expression, c'est le soldat de Verdun. Et la troisième image qui me paraît évidemment importante, c'est celui qui a réussi malgré tout à surmonter la crise des mutineries de 1917. Donc, vous voyez, ces trois images-là, qui sont très puissantes dans l'entre-deux-guerres. On connaît le rôle que Pétain a eu pendant la Première Guerre mondiale en tant que maréchal. On connaît ensuite son rôle dans l'histoire. Et ceci, la vie politique française et les historiens l'ont jugé.
mais je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Pour finir, Stéphane Rousseau, il existe encore aujourd'hui une grande mythologie du maréchal Pétain dans cette Première Guerre mondiale. Selon vous, sur quel ressort fonctionne encore aujourd'hui cette mythologie ? Il me semble que cette mythologie repose bien sur le fait que Pétain a été effectivement le général de tous les soldats, celui qui a commandé les 2/3 de l'armée française, donc à Verdun, qu'il a effectivement incarné un nouveau contrat avec le monde combattant à partir de 1917. Et donc le mythe se met en place, à mon avis, sur cette base. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y survive. C'est qu'il survive encore aujourd'hui. Il a survécu, évidemment, au discrédit de la période 40-44. Pourquoi ? Probablement, mais c'est une hypothèse, c'est très difficile à étayer, probablement parce que le grand référent du souvenir historique français contemporain, aujourd'hui encore, c'est la Grande Guerre. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le Pétain de la Grande Guerre continue de dominer le Pétain de la Seconde. Parce que le grand événement de référence des Français aujourd'hui encore, plus d'un siècle après, c'est la Première Guerre mondiale. Et je crois que c'est ce qui explique que Pétain soit en quelque sorte toujours un mythe, parce que c'est un mythe qui est accroché à un événement lui-même mythique. C'est comme ça que j'expliquerai cette présence en dehors des complaisances qu'il peut y avoir dans la sphère politique française encore aujourd'hui pour ce qu'il a pu incarner, notamment dans la période 40-44, mais c'est un autre problème à mon avis. En conclusion de ce deuxième épisode, il faut redire combien cette Première Guerre mondiale a radicalement changé le destin de Philippe Pétain. Souvenez-vous, inconnu des Français au printemps 1914, et par ailleurs sur le point de prendre sa retraite, il est devenu 4 ans plus tard ce que la France comptait de plus glorieux. Lui, qui avait été si discret tout au long de sa vie, et peut-être même un peu frustré de ne pas avoir été plus en vue, il a soudain pris goût à la célébrité et au pouvoir. Mais ça, on ne peut pas le lui reprocher. Cela dit, dès le début des années 20 et durant toute l'entre-deux-guerres, Philippe Pétain a joué une carte assez étrange, celle d'un faux modeste, celle d'un maréchal un poil blasé, devant répondre au devoir de sa charge. Lettre de Philippe Pétain à son neveu Paul Pomard, 14 janvier 1920. La notoriété me gêne. Je la porte comme un lourd fardeau. J'aspire à la retraite, à l'oubli de mes contemporains. Mon vœu ne sera pas exaucé tout de suite. Je serai placé dans quelques jours à la tête d'un service qui ne sera pas de tout repos. Je ne puis m'y refuser, puisque l'intérêt général l'exige. Quand on est dans un engrenage, il faut marcher jusqu'au bout. Philippe Pétain, le vieux militaire vaniteux, c'est l'horizon du prochain épisode. Le fantôme de Philippe Pétain, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Faure-Rendu et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, La vanité du maréchal. Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter. Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre « Le fantôme de Philippe Pétain ». Enrichi d'images d'archives, 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé. « Le fantôme de Philippe Pétain » par Philippe Collin, un livre France Inter.